Bonjour à tous, bonjour Alain Mabankou. On est très très heureux d'être avec vous pour cette conversation. Vous êtes l'un de nos plus grands écrivains franco-congolais, aimez-vous rappeler. C'est comme ça que vous aimez qu'on vous définisse. Je pense que nous sommes presque qualifiés par ce que nous faisons et je pense que ayant à la fois cette identité africaine qui est évidente, c'est la première qu'on voit. Et c'est celle que j'affiche, celle que je voudrais garder jusqu'à la dernière pulsation. Il y a aussi les autres nationalités que nous avons pu adopter, que nous avons pu avoir par les rencontres, les contingences, et puis aussi l'affection qu'on peut porter pour des territoires. Donc, j'aime bien qu'on me définisse aussi comme franco-congolais. Oui. Ça nous va bien. Alors, je rappelle un peu votre parcours. Vous avez été finaliste du Man Booker Prize, énorme prix littéraire international, obtenu par exemple par Nadine Gordimer, par Salman Rushdie, par Michael Ondaatje, l'auteur du Patient anglais. D'ailleurs, c'est pour le Patient anglais. En France, vous avez publié une dizaine de romans, traduits dans plus de 20 langues. Vous avez été couronné par le prix Renaudot en 2006 pour Mémoire de Porc-Épic. Puis vous avez publié un nouveau roman en cette rentrée aux éditions du Seuil, Petit Piment, où s'entrelacent, dixit, le poing, la mélancolie et le grand rire. Alors vous êtes un grand romancier, grand des belles voix francophones, mais vous transmettez, Alain Mabankou, la littérature et la francophonie par un autre canal, celui de l'enseignement. C'est très important puisque vous êtes également professeur à l'université, à la UCLA, prestigieuse université de Californie, et au Collège de France, où vous serez, à partir de mars, je crois que c'est le 17 mars, leçon inaugurale, professeur invité pour tenir la chaire de création artistique et littéraire. C'est bien ça ? C'est bien ça pour l'instant, oui. Alors je voudrais commencer en entrant dans le vif du sujet. À Los Angeles, vous enseignez les études francophones et la littérature française. Et comme j'ai un peu l'esprit mal tourné, je me suis dit, la littérature française, c'est une littérature francophone. Alors, est-ce qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures ? En gros, les écrivains français et puis les francophones, les autres ? Non, parce que c'est aux États-Unis, la catégorisation n'est pas un problème. La catégorisation est un problème dans l'espace francophone. En France, on aime bien classifier, catégoriser pour avoir l'air d'être certain, pour avoir des certitudes. Aux États-Unis, ça ne les dérange pas de dire que vous êtes noir, vous êtes caucasien, vous êtes asiatique, vous faites de la littérature française, vous faites de la littérature francophone. Mais moi, j'aimerais bien qu'un jour en France, qu'on dise la littérature francophone, y compris les Français, puisqu'en réalité, la littérature française est une littérature nationale, la littérature francophone est une littérature internationale sur 5 continents. Alors, d'où vient que les choses se renversent et comment on commence à penser qu'une littérature nationale va être la locomotive des littératures internationales. C'est le contraire qui doit se faire. C'est la littérature française qui doit s'arrimer au train de la littérature francophone. Ah oui, carrément, c'est ça. Les francophones sont les véhicules pour vous. Regardez, si vous prenez même la RDC, il y a déjà plus de monde que la France. Et ils parlent français. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Que tout d'un coup, par une opération du Saint-Esprit, ça se retourne et puis il y a une voix. C'est parce que, on a toujours tendance, la France et les courants, Montesquieu, Marivaux, les littératures. Mais il y a ces littératures en Afrique, on ne les a pas vues parce qu'elles étaient orales, elles sont orales, elles ont une autre tradition et d'autres méthodes d'expression. Alors précisément, Alain Mabankou, dans une tribune de mars 2006, c'était il y a quelques temps, mais je voudrais savoir si vous partagez toujours cette idée qui était la vôtre. Elle s'intitulait, cette tribune, « La francophonie, oui, le ghetto, non », et vous y écriviez « La littérature francophone n'est perçue que comme une littérature des marges, celle qui virevolte autour de la littérature française, sa génitrice ». Qu'est-ce que vous entendez quand vous parlez de ghetto et de marge, alors qu'il y a plein d'écrivains francophones qui ont été consacrés. Césaire, Senghor, tout ça. C'est venu par la suite. Je pense que le déclic a été pratiquement, disons, dans les années 2000, en 2006 notamment, quand Jonathan Little avait eu le Goncourt avec Les Bienveillantes, puis Miano avait eu le Goncourt des lycéens, puis j'avais reçu le prix Renaudot en 2006. Ça, c'est plus tard. Ça, c'est vraiment... Il y a Tierno même avant. Donc, Tierno, Monenambo, c'est plus tard. Mais en gros,
la littérature africaine était toujours une littérature pour la lire, pour la trouver dans une librairie. Il fallait aller dans un coin sombre de la librairie et vous courber et trouver 2 ou 3 livres et ça serait Senghor et Bernard Dadier seulement, mais il n'y avait pas tous ces jeunes qui étaient là. Donc, on a essayé de décomplexer cette littérature pour que vous, au point, vous ne la traitiez pas dans un coin. Ah, pas nous, jamais. Voilà, donc... non, le point a été... on est les pionniers, hein, les éclaireurs. Ça fait plaisir. Voilà. Ouais. Comment, quand on est écrivain, on se place, Alain Mabanckou, au cœur de ces enjeux de diversité culturelle entre les pays du Sud et les pays du Nord, entre votre dimension franco et votre dimension congolaise, pour reprendre l'intitulé de départ? Oui, la dimension un peu bicontinentale ou tricontinentale, c'est-à-dire l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, permet à l'écrivain aussi de pouvoir faire la somme des cultures, de pouvoir picorer à gauche et à droite et créer peut-être ce qui est un peu ce que Derek Walcott appelle la culture de la courtoisie. Quand on recherche dans la diversité, quand on recherche dans ce qui peut fonder l'amitié des peuples, la chose essentielle, c'est d'abord le pouvoir de la parole, la compréhension de la culture des autres. Et or ça, nous ne pouvons l'avoir que par le biais de la liberté d'expression. Et la liberté d'expression est un élément essentiel qui doit être étendu dans le monde francophone. On ne peut pas, par exemple, laisser tout simplement à la France le monopole de la démocratie, des institutions démocratiques, tandis que chez moi, au Congo-Brazzaville, on a des référendums biaisés dans lesquels quelqu'un gagne 92% comme si on était à l'époque stalinienne. Ça, je ne veux pas de ça. Ça n'existe pas en 2015. Donc il faut que les pays francophones soient aussi moteurs, pas seulement dans l'expression française, mais aussi dans les valeurs et notamment dans la démocratie. Christophe, on nous dit bien, la première valeur des individus, c'est la possibilité de pouvoir s'exprimer en toute liberté. Et je vous dis que pendant que nous parlions ici, mon cœur n'est pas en place. Parce que j'appartiens à plusieurs nations, dont le Congo, où est enterré mon cordon ombilical. Et je ne supporte plus qu'on puisse prendre ce peuple pour un otage, qu'on nous présente des choses idiotes pendant 32 ans, avec un pouvoir corrompu qui continue à faire n'importe quoi au Congo. Je veux bien parler de la francophonie, de la diversité culturelle, mais qu'est-ce que ce peuple qui m'attend va entendre? Vous pensez que nous sommes tous des idiots pour ne pas donner des propositions, d'avoir quelque chose qui donnerait à l'Afrique des moyens d'avancer? Je veux bien qu'on entende ce message. Le peuple congolais souffre et nous sommes en train de légitimer un coup d'État permanent au Congo-Brazzaville. Vous l'entendez maintenant. Alain Mabanckou, pourquoi vous avez choisi finalement la langue française? Parce que c'est la seule langue avec laquelle je peux exprimer cette liberté d'expression. C'est parce qu'avec cette langue, j'ai pu atteindre l'autre. C'est parce qu'avec cette langue, je peux insuffler ma danse congolaise, mon souffle congolais, ma respiration de la côte sauvage, de la ville de Pointe-Noire. Parce qu'il n'y a que par le biais de la langue française que j'ai découvert la littérature du monde. Je peux changer de langue, ça ne me dérange pas. Je peux changer de pays. Je peux changer de langue. Ça fait 12 ans que je vis aux États-Unis. Je ne suis pas payé par la France, je suis payé par les Américains pour enseigner la littérature française aux Américains. Donc vous voyez le sponsoring. Donc les Américains sont en train de voler notre diversité, de voler notre culture. Mais pourquoi voler? Pourquoi voler? Mais parce que l'expression est violente. Mais parce que nous qui sommes censés la protéger, la francophonie et les autres, on pense que la langue française peut se protéger elle-même. Non, une langue doit être portée. Les Allemands, les Russes, ils pleurent. Il n'y a plus personne qui parle le russe dans le monde. Il n'y a plus personne qui parle l'allemand. Tandis que le français, il y a encore cette puissance qui est là, mais la puissance, ça vient de qui? Des pays francophones. C'est pour cela que tant que nous n'insufflerons pas le souffle de la liberté dans les pays francophones, je ne serai pas partant pour une francophonie institutionnelle. Je suis partant pour une francophonie active, culturelle, libre, créatrice, dans laquelle les gens peuvent dire oui et philosophique. Non. Voilà. On a compris. Cette langue-là, vous la travaillez de l'intérieur. Est-ce que, par exemple, vu des États-Unis, vous disiez en France, on a tendance à classifier comme ça la littérature française et la littérature francophone. C'est différent vu des États-Unis, justement. Comment on vous regarde en tant qu'écrivain francophone? Vous êtes pour eux un écrivain français ou seulement francophone? Non, je pense qu'ils
me regarde d'abord comme un écrivain plutôt français, puisque j'enseigne en français. Par la suite, puisque dans mes cours de littérature, il y a une part sur la culture africaine, la littérature africaine, là, je suis dans le domaine de la littérature africaine. C'est à moi de leur expliquer pourquoi un Africain arrive à enseigner plutôt en français et non en Yoruba et non en Lingala. Mais ça ne pose pas de problème puisque, comme on le sait, l'Amérique est un pays de superposition d'ethnies. Ça n'étonne pas qu'un blanc puisse dire qu'il est africain. Alors qu'en général, si vous êtes blanc, vous dites à un Africain noir que vous êtes africain, il va vous demander comment se fait-il que vous êtes blanc, alors vous êtes africain. Ça ne se pose pas comme question, effectivement. En quoi la culture peut aider à promouvoir ce grand, vous disiez les Américains sont en train de nous voler la francophonie, en quoi la culture peut aider à promouvoir ce grand espace économique, social, philosophique qu'est la francophonie, qu'est l'espace francophone? Le principe, c'est que l'économie prend souvent les formes des idéologies qui sont en place. Selon que vous avez une idéologie plus ouverte, ce que les marxistes appelaient à l'époque la superstructure, selon que vous avez une superstructure plus ouverte, plus démocratique, eh bien, il y a un certain libre-échange qui se passe à l'intérieur de l'économie qui exclut toutes sortes de rapines. Donc je pense que nous avons cette possibilité de pousser justement la culture vers une liberté qui ferait que l'économie désormais soit les dividendes de l'ensemble des populations. Parce que si vous avez une superstructure qui est forte, à ce moment, les richesses et les biens se distribuent de manière plutôt démocratique. C'est ce qui se passe en général en Occident. Quand vous avez des chocs économiques, c'est tout simplement parce qu'il y a une partie qui est en train peut-être de verrouiller en quelque sorte les mécanismes économiques et de donner un discours qui est incompatible avec ce qui est sur le terrain. Vous sentez un peu comme une passerelle, je reviens et ce sera notre mot de la fin. Vous disiez vous présenter comme écrivain franco-congolais. Quand on a préparé cette rencontre, vous disiez oui, écrivain franco-congolais. Vous vous sentez une passerelle ou est-ce que c'est cliché au fond de parler aujourd'hui d'un écrivain comme d'une passerelle entre le Nord et le Sud? Non, passerelle entre le Nord et le Sud. Bon, tout écrivain, nous sommes tous dans l'éclairage. Moi, je pense que je voudrais être juste un interrupteur quand les gens rentrent dans la pénombre d'une chambre, qu'ils allument pour voir de la lumière. Après, si on veut jeter cet interrupteur, au moins, je serais venu sur Terre pour faire ce que je devais faire. Je ne suis qu'un interrupteur. Vous appuyez, il y aura la lumière. Quelqu'un vient éteindre, il n'y aura plus la lumière et nous serons dans la pénombre. Vous savez que dans l'histoire de la philosophie et des idées, le mot lumière, oui, on le met au pluriel. On le met en pluriel. Est-ce que c'est cette idée-là aussi? On le met en pluriel, sauf que aussi... Lumière, c'est aussi le nom qui nous a ramené le cinéma, c'est-à-dire la possibilité de rêver. Si vous avez une politique qui a exclu le rêve de la population, alors vous gérez une coquille vide et Dieu sait que nos nations ont besoin des gens qui vont gérer des êtres libres. Et ça, je le dirai jusqu'à la dernière pulsation. Peut-être ça sera ma dernière parole. Vous rappeliez tout à l'heure la population de la RDC, par exemple. Économiquement, c'est-à-dire que la culture, vous en parlez là comme de lumière, au singulier ou au pluriel, c'est pas uniquement un supplément d'âme, ça peut aussi être un levier économique, la culture. La culture est un grand levier économique, mais malheureusement, la plupart du temps, quand vous donnez des projets culturels, on a toujours tendance à considérer ça comme de la distraction, comme quelque chose qui relève pas des priorités. Oui, du loisir. Un peuple qui est fort culturellement peut oublier ses pesanteurs économiques. Regardez, on a tendance à présenter le Burkina Faso comme un pays pauvre, alors que culturellement, il battrait même certains pays d'Europe que je vois galérer à gauche et à droite. Le pays Burkina Faso, bien sûr, on va dire que ouais, ils sont pauvres, ils ont fait ceci, il y a Campaoré qui était là, mais culturellement, c'est un pays que j'admire. Moi, je voudrais, dans beaucoup de pays d'Afrique francophone, une puissance culturelle. Mais on n'a jamais misé sur la culture en dehors du président comme Senghor, qui à l'époque, je crois, qu'avait le budget le plus élevé de la culture au monde. Mais quand on le comprendra, ça sera peut-être trop tard parce que nous sommes en train de griller les chances qui nous permettraient de sortir du sous-développement grâce aux leviers culturels, pas forcément aux autres formes d'économie.
Eh bien, merci. On a compris avec Alain Maboncou que la culture n'est pas justement un supplément d'âme, mais peut-être même son essence. C'est ce que vous allez dire aussi au Collège de France ? C'est ce que je ferai la leçon inaugurale au Collège de France le 17. Ce qui est important pour moi au Collège de France, c'est d'introduire la littérature africaine. Comme vous savez, le Collège de France est une institution plus vieille que l'Académie française, puisqu'elle date du XVIe siècle. On n'a jamais élu un professeur écrivain africain. Donc pour moi, ça sera la première fois d'entraîner la littérature africaine là-bas. Je vais inviter des grands penseurs comme Achille Mbembe, Souleymane Bachir Ndiaye, Françoise Vergès et probablement même Christiane Taubira pour venir faire des allocutions. Merci beaucoup Alain Maboncou. Et je rappelle votre dernier livre aux éditions du Seuil, Petit Piment. Merci beaucoup. Merci. Et j'invite donc pour la prochaine session Samantha Ramsamy, directrice de l'information de afriqueinside.com.